Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue aux universités d'été et à cet atelier qui reprend les principales questions sociales d'Infodoc Expert. Jocelyn Bouvier, consultant en droit social au sein d'Infodoc. Alors on va voir quelques questions qui évidemment sont toutes hors actualité, donc on ne parlera pas ni du pass sanitaire, ni du Covid, etc. Il y a divers ateliers qui traiteront de ces sujets-là. Donc c'est plutôt des questions récurrentes qui nous sont posées régulièrement donc, au niveau de la hotline. Alors, tout d'abord, une petite autopromotion. Si vous n'êtes pas au courant, il y a le club social de l'Ordre des experts comptables qui organise chaque année sa journée annuelle qui aura lieu donc cette année le 16 décembre en présentiel et en visioconférence. Donc n'hésitez pas à vous inscrire dès à présent. Sur le sujet, on aura comme d'habitude une conférence le matin et des ateliers plus techniques l'après-midi. Alors, pour commencer tranquillement sur les différentes questions, on va commencer par la plus pénible. Comme ça, c'est fait exprès, comme ça je suis sûr que vous n'allez pas partir tout de suite. D'ailleurs, petit message pour les gestionnaires paye et juristes en droit social. Malgré le titre, il y a une implication évidemment sur la gestion de la paye et c'est un sujet qui est récurrent. On ne peut pas dire qu'on pose la question tous les jours, mais en tous les cas, il y a une véritable difficulté qui est d'ailleurs dans l'actualité du moment. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, première question, quel est le régime social des dividendes alloués dans les SEL ? Alors, tout d'abord, c'est quoi les SEL ? Ce sont les sociétés d'exercice libéral. Donc, ce sont les sociétés qui sont particulièrement adaptées pour les professions libérales, experts comptables, avocats, biologistes, etc., etc. Des structures qui ont été créées en 1990 et qui ont la particularité, et ça c'est important, on va le voir sur la jurisprudence, d'être créées justement spécifiquement pour les professions réglementées. C'est-à-dire les professions pour lesquelles, pour pouvoir exercer cette profession, il faut avoir un titre, un diplôme, etc. Donc ce sont des professions que tout le monde ne peut pas exercer. Alors c'est important parce que derrière, la jurisprudence utilisera finalement ce concept pour en tirer les conséquences sur le régime social applicable. Alors, la difficulté sur le sujet, on remonte en arrière de quelques années. C'est vrai que dans ces sociétés, il y a eu à la base de la jurisprudence qui est venue dire finalement que quand vous perceviez des dividendes sur le sujet, eh bien vous deviez cotiser sur le plan social, et d'ailleurs exclusivement sur le plan social. Pour une fois, on n'est pas, harmonisé avec le droit fiscal. Donc, quelles sont les conditions à remplir pour être assujetti ? Il y en a deux. C'est à la fois simple et compliqué. Il faut avoir la qualité de travailleur indépendant et il faut percevoir des dividendes au sens fiscal, donc ce qui est prévu des articles 108 à 115 du Code général des impôts. Voilà, donc il y a deux conditions. Donc quand je vous dis que c'est un sujet simple et compliqué, vous savez, comme ça peut faire un petit peu peur, surtout si vous ne le traitez pas au quotidien. Pour autant, c'est assez simple puisque sur le sujet, nous n'avons que très peu de texte. Le seul texte finalement de référence que l'on aura, c'est évidemment l'article légal qui vient déterminer l'assiette des travailleurs indépendants, l'assiette des cotisations sociales, et puis une circulaire, une circulaire RSI de 2014, dont la référence est simple, c'est 2014/001, que vous trouvez évidemment sur Internet. Et depuis, c'est le néant. Il n'y a pas d'évolution, pas de précision. Il y a des sujets qui restent toujours en suspens. Par exemple, pour ceux qui traitent les liquidations de sociétés, est-ce qu'un boni de liquidation serait assujetti à cotisation ? Oui, nous dit l'administration, la doctrine nous dit plutôt non. Mais entre les deux, la jurisprudence n'a pas encore statué. Donc vous voyez, ça prend du temps, une incertitude sur le sujet qui évidemment
Comme vous savez, dès lors qu'une incertitude, ça génère des risques juridiques par rapport à cela. On a aussi souvent la question, un peu sur le même topo, de savoir si je transforme une société pour échapper à l'assujettissement social des dividendes. Par exemple, j'exerce sous la forme d'une société d'exercice libéral, où je suis, au-delà de ça, travailleur indépendant. Je choisis une SAS qui me fait affilier au régime général. Est-ce qu'il y a abus de droit? Bon, c'est aussi une question qui revient régulièrement. La réponse est « j'en sais rien », parce que là encore, on n'a pas de jurisprudence, en tous les cas, au niveau de la Cour de cassation. Peut-être que vous en connaissez au niveau des juges du fond, et si c'est le cas, on est évidemment preneur au niveau d'Infodoc d'avoir ce retour du terrain sur le sujet. Mais c'est vrai que voilà, il y a des sujets comme ça qui sont encore d'une certaine imprécision, et pour autant, je pense que des gens qui ont la qualité de travailleurs indépendants et qui perçoivent des dividendes, c'est pas non plus une hypothèse si rare que cela. Mais sur l'aspect social, en tous les cas, l'administration ne s'est pas emparée du sujet, parce que j'imagine que, notamment les notions d'abus de droit, ça doit embêter un petit peu les contrôleurs URSSAF de se lancer sur le sujet. C'est un petit peu complexe, et puis la charge de la preuve est aussi incombe à l'administration. Donc il faut aussi avoir un dossier assez étayé, mais un jour on aura nécessairement un retour sur le sujet. Donc une fois qu'on a fait ce petit topo général sur le traitement social de dividendes, la question qui est posée régulièrement au niveau de la hotline est celle-ci, c'est dire bah oui, ok, il faut avoir la qualité de travailleur indépendant, mais moi je l'ai pas. Je l'ai pas puisque j'ai choisi la déclinaison SAS au niveau de la société d'exercice libéral, ce qu'on va appeler la CELAS. Si vous regardez l'article 311.3 du Code de la sécurité sociale, dans une CELAS, le président ou les dirigeants sont assimilés salariés. Donc c'est bon, je suis assimilé salarié, je ne suis pas concerné par cette problématique. Eh ben non, c'est pas forcément comme ça que ça se passe. Pourquoi ? Parce qu'il y a une jurisprudence qui date de 2007 et qui a été confirmée depuis. C'est un sujet qui est important, parce qu'évidemment, là on parle de gros sous. C'est un sujet qui est assez peu connu finalement. À chaque fois qu'on a cette question-là et on dit bah non, il est effectivement président de SAS ou de CELAS, oui très bien, au niveau du mandat social vous êtes au régime général, mais vous pouvez aussi être travailleur indépendant. C'est quelque chose qui est pas forcément maîtrisé par la profession et toutes les personnes qui vous posent ces questions-là. Et d'ailleurs, quand vous regardez un petit peu ce sujet sur le statut des sociétés d'exercice libéral, vous aurez beaucoup de choses sur le juridique, qui peut être associé, quelles sont les règles de gouvernance. Vous aurez pas mal de choses sur l'aspect fiscal, mais sur l'aspect social, généralement, si vous avez 3 lignes, c'est que vous avez un ouvrage qui est de bonne qualité. Et donc, cette jurisprudence, c'est celle de 2007. Celle de 2007 qui est rendue sous l'emprise finalement d'abus de droit. L'idée étant, là encore, d'essayer de contourner les règles, de faire des économies, de ne pas être assujetti en tant que tel au niveau des cotisations des travailleurs indépendants. Que nous dit la Cour de cassation ? Elle nous dit simplement, dans ce type de société, une même personne physique peut avoir concomitamment, cumulativement, 2 statuts sociaux. Vous aurez évidemment, comme le prévoit la loi, donc l'article L311.3 du Code de la sécurité sociale, potentiellement un statut d'assimilé salarié. Vous êtes président de CELAS, vous êtes gérant minoritaire de CELARL, etc. Donc les déclinaisons des formes de société que l'on connaît. Eh bien, vous aurez un statut d'assimilé salarié en tant que mandataire social. Évidemment, pour avoir ce statut, il faut percevoir une rémunération au niveau du mandat social. Mais en plus, rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, la loi de 90, ces sociétés dont l'objet est particulier, puisqu'elles sont là pour exercer une profession qui est protégée par un titre ou par un diplôme,
Et bien de ce fait-là, si vous êtes avocat, vous n'êtes pas simplement que mandataire social. Vous allez plaider, avoir des dossiers, etc. Vous êtes expert comptable, vous êtes biologiste, etc., etc. Vous avez l'exercice de fonctions techniques protégées dans le cadre de la loi, puisque tout le monde ne peut pas être avocat, expert comptable, il faut avoir un diplôme particulier pour exercer ces missions. Et donc vous avez voilà, cette double affiliation. Vous serez à la fois affilié au régime général en tant que mandataire social, et donc là, les gestionnaires de paye, c'est votre partie, puisque vous allez faire un bulletin de salaire pour la rémunération du mandat social. Évidemment, quelle rémunération? Allez regarder et voir vos collègues du juridique, savoir quelle a été la rémunération propre, spécifique, décidée pour l'exercice du mandat social. Et puis, là c'est plus la partie généralement des comptables, l'affiliation au régime des indépendants et les cotisations qui sont appelées sur le sujet. Donc vous voyez, pour synthétiser, je suis un professionnel, je n'exerce pas dans le cadre d'un lien de subordination. Potentiellement, le statut de mandataire n'est pas suffisant pour traiter le régime social. Je suis peut-être mandataire et je serai affilié au régime général, on me fera un bulletin de paye, mais aussi, potentiellement, il faut vérifier qu'il y ait bien une affiliation au régime des indépendants. Sachez qu'en pratique, du fait de cette absence finalement de textes très clairs, de jurisprudence, celle-ci a été confirmée plus tard, hein, c'est quelque chose qui est bien établi et qui n'est pas contesté sur le plan juridique en tous les cas. Sachez que du coup, ça crée aussi des difficultés entre professions. Je ne sais pas si dans votre portefeuille de paye, si vous avez, souvent on a des cabinets d'avocats, eh bien vous verrez le plus souvent, on ne traite cette problématique que sous l'angle de la paye. Et l'avocat, qui est président de CELAS, eh bien il a son bulletin de paye avec une rémunération globale qui permet de gérer le mandat, qui permet de gérer la rétrocession de ses honoraires par rapport à ses fonctions techniques d'avocat, et il n'est affilié qu'au régime général. Profession expert comptable, c'est certainement différent, peut-être que la CAVEC, notamment sur l'aspect retraite complémentaire, appellera des cotisations. Donc vous voyez, la difficulté fait que on n'a pas forcément ensuite, du fait du terrain, du fait de la pratique, une appréhension harmonisée de cette problématique et des traitements qui sont conformes. Donc ça, c'est une vraie difficulté. Du coup, du côté social, gestionnaire de paye, j'ai un avocat, président de CELAS, je lui fais bien un bulletin de salaire. Oui, c'est bien. Vérifiez bien la rémunération dédiée à l'exercice du mandat. Allez voir vos collègues comptables pour voir ce qu'il en est en termes d'affiliation au niveau des régimes des travailleurs indépendants et être bien sûr qu'il y aura un traitement du coût de la rémunération du travailleur indépendant et potentiellement, du coup, aussi une réintégration potentielle des dividendes excédentaires. Jusque-là, tout va bien. Alors déjà, c'est un petit peu complexe, c'est compliqué, je vous le concède. C'est vraiment très spécifique. Mais il y a peut-être un petit vent d'actualité. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a là aussi eu un retour, alors pour le coup, là, de la profession, et la commission sociale de l'ordre s'en est saisie, puisqu'il y a la caisse d'Alsace qui a considéré que cette approche, disons, du statut social à deux têtes, devait également s'appliquer dans le cas des sociétés de droit commun, c'est-à-dire des SAS. Dit autrement, vous avez un expert comptable qui exerce ses missions sous la forme du SAS, donc là on est sorti de la société d'exercice libéral, eh bien la Caisse, l'URSSAF, considère que, très bien, au niveau du mandat social, gestion de la paye, mais exercice de la profession, vous êtes maintenu à un régime de travailleur indépendant.
Alors, quand on a vu ça, sinon, c'est pas possible, l'URSSAF s'est trompé. Et du coup, on a interrogé l'URSSAF Caisse Nationale, ce qu'on appelait avant l'ACOS, donc c'est quand même l'entité qui a vocation à représenter les intérêts de l'administration et la doctrine de l'administration. Et l'URSSAF Caisse Nationale a confirmé les propos de l'URSSAF territoriale. Donc c'est un sujet qui n'est pas figé, pas de crainte là absolue tout de suite maintenant en disant mais quels sont les effets sur le plan juridique. C'est encore en cours d'appréhension, de discussion, c'est vraiment traité au niveau de la commission sociale. Et d'ailleurs, si au sein de votre profession, vous pouvez être potentiellement concerné, soit individuellement, personnellement, ou du fait d'un client qui est lui-même professionnel libéral, eh bien, de nous remonter potentiellement ces problématiques si vous avez une résistance de l'URSSAF qui souhaiterait maintenir cette notion de double affiliation. Parce que là, on a besoin de billes pour voir justement toujours le même problème, cette gestion harmonisée sur l'ensemble du territoire. Est-ce que ce qui se passe potentiellement en Alsace se retrouvera ailleurs, dans un autre coin de la France? C'est toujours la même difficulté. Vous avez parfois une autonomie de certaines caisses. Et puis au-delà de ça, si la doctrine sociale administrative tendait à se confirmer, ça poserait ensuite un autre sujet. C'est-à-dire que là, est-ce qu'on reste cantonné au sujet des professions libérales ou est-ce qu'on va au-delà? Savoir, par exemple, vous avez certainement, on retrouve souvent dans les startups notamment, il y a une personne, ils n'ont pas forcément un capital social très important, donc ils choisissent souvent une SAS avec un associé unique. Donc une SASU. Et puis, voilà, il est président de la SASU, rémunéré, vous faites un bulletin de paye affilié au régime général. Est-ce que demain, on pourrait avoir cette même notion en disant, mais attendez, ça veut dire quoi être mandataire social d'une structure? Est-ce que ça veut dire gérer et administrer une société? Ou est-ce que ça veut dire aussi exercer des fonctions techniques? Est-ce que moi, je suis une SASU dans le bâtiment? Est-ce que je suis le président? Est-ce que je peux aller poser des moellons sur le chantier? J'en sais trop rien, ça peut se discuter. C'est une définition, là aussi, du mandat social qui n'est pas forcément très claire. Oui, si, c'est clair dans le sens où, normalement, on est là pour administrer une société et pas aller au-delà. Mais si on appliquait cette jurisprudence à ce niveau-là, ça remettrait en cause vraiment un équilibre au niveau des régimes sociaux, puisque par exemple, on dirait, là encore, vous êtes président de la SAS au régime général, mais attention, vous êtes un super informaticien, développeur informatique, vous exercez vos fonctions techniques, et à ce titre-là, il faudra vous affilier à titre indépendant. Donc là, il y a un petit quelque chose qui est en train de se passer, à suivre, sur le cas particulier des professions libérales. Ça, je pense que c'est le sujet le plus chaud qui va être développé, et peut-être voir ensuite une potentielle évolution sur toute autre structure, toute autre évolution, et savoir finalement, ça veut dire quoi être mandataire social d'une structure. Sachant que si on prend sous l'angle du droit social, ce qui est ensuite le plus rigolo, et là c'est traité par la jurisprudence, on vous dit par exemple que si vous êtes associé unique d'une structure, vous ne pouvez pas être salarié. Donc la piste contrat de travail, elle n'est pas possible. Ça veut dire, pour reprendre mon exemple du président de SASU qui va poser les moellons sur le chantier, il est mandataire social. Si on lui dit, en tant que mandataire social, ces fonctions techniques, vous ne pouvez pas l'exercer, est-ce qu'il pourra avoir recours à un contrat de travail? Non. Qu'est-ce qui lui reste? Pas grand-chose, puisque au niveau droit social, c'est très binaire. C'est soit vous êtes salarié, contrat de travail avec ce régime-là, soit vous êtes travailleur indépendant. Principalement, après évidemment, on a les nouvelles formes qui sont arrivées avec les plateformes, les Uber, etc. Mais voilà, on est normalement sur cet aspect très binaire de la situation.
On passe à autre chose, un petit peu plus sympa, dans la mesure du possible, mais en tout cas un peu moins technique par rapport à la situation des sociétés d'exercice libéral. Alors c'est aussi là un tout petit peu lié quand même à l'actualité. Vous avez dû avoir, suite à cette crise sanitaire, cette crise aussi économique, des mouvements au niveau de contrat de travail, soit du côté employeur, qui recherche des possibilités pour alléger la masse salariale, soit du côté salarié. On a aussi, du fait de cette crise sanitaire, finalement, des salariés qui se sont dit non, moi, ce boulot-là, je ne veux plus l'exercer, ça ne me correspond pas, je veux changer de vie, de métier, de région, etc. Donc, je sollicite l'employeur pour conclure une rupture conventionnelle. Est-ce que je peux conclure une rupture conventionnelle dans le cadre de difficultés économiques? Est-ce que le contexte économique a une incidence sur la validité de la convention de rupture? Alors, juste quelques choses évidentes, qui est la retranscription du Code du travail, des textes légaux. La rupture conventionnelle, c'est quoi? Eh bien, c'est lorsque deux parties conviennent en commun des conditions de la rupture du contrat de travail. Donc la rupture conventionnelle, ça veut dire qu'il y a un commun accord des parties. Ça veut dire qu'il y a un consentement libre et éclairé des parties. On ne peut pas forcer l'autre à consentir à une rupture conventionnelle. Donc à chaque fois, et vous le savez, la jurisprudence du coup est très souple sur le sujet. Vous avez connaissance d'arrêts sur l'accident de travail, la maternité, etc., des situations pour lesquelles il y a normalement une protection du salarié. Eh bien, la jurisprudence nous a dit que, pas de souci, on pouvait conclure une rupture conventionnelle, puisque justement, il y avait le commun accord des parties. Et ce qu'il fallait vérifier, c'est juste savoir s'il y avait potentiellement un vice du consentement, donc savoir si l'une des parties, et le plus souvent le salarié, avait bien un consentement libre et éclairé. Rupture conventionnelle par rapport au licenciement économique, c'est vrai que si on doit faire un choix du côté employeur, on choisit plutôt la rupture conventionnelle. C'est quand même plus souple sur savoir qui fera l'objet de la rupture du contrat de travail, puisque là on est sur quelque chose de négocié. Quand on est sur un licenciement économique, vous savez que vous avez des critères d'ordre de licenciement à appliquer. Au niveau des procédures et des délais, c'est un tout petit peu plus simple, puisque vous allez gérer la phase de conclusion, de rétractation, puis d'homologation. Ça se passe maintenant, c'est bien rodé, ça se passe plutôt bien, on n'a même plus des formulaires papier, donc c'est plutôt pas mal. Au niveau licenciement économique, c'est quand même un tout petit peu plus compliqué, puisque vous aurez le fameux CSP, le contrat de sécurisation professionnelle, qui là pose une difficulté, puisque vous savez que la jurisprudence nous dit que à partir du moment où vous avez un entretien, donc, dans la majorité des dossiers que vous gérez, vous allez devoir proposer au cours de cet entretien le contrat de sécurisation professionnelle. Oui, mais en plus, vous allez être obligé de notifier aux salariés avant qu'il n'adhère au contrat de sécurisation professionnelle, eh bien, lui notifier le motif économique. Sachant que dernièrement, la jurisprudence est venue préciser que rien n'interdisait aux salariés d'adhérer au cours de l'entretien. Donc dès qu'il y a, on vous remet le formulaire, dès qu'il y a remise du formulaire, le salarié a le droit de dire « Oui, impeccable, je me suis bien renseigné, je sais, je veux adhérer au CSP », et donc il remplit le petit coupon. Est-ce que l'employeur est prêt en disant « Oui, attendez, avant d'adhérer, regardez, je vous notifie officiellement le motif économique qui, à la base, à l'origine, finalement, de cette situation. » Donc il faut être prêt. Quand je lance une procédure de licenciement économique, avant même d'avoir récupéré les formulaires, initié la procédure, la convocation entretien, il faut déjà avoir rédigé la lettre de licenciement ou une lettre de licenciement Canada Dry. C'est pas en soi formellement une lettre de licenciement, mais c'est
un écrit par lequel je vais reprendre l'ensemble des éléments finalement que l'on retrouverait dans une lettre de licenciement. Et à défaut, évidemment, vous connaissez le risque, il est clair et habituel. Si vous ne notifiez pas ce motif économique et ces éléments avant que le salarié n'adhère au CSP, eh bien votre licenciement sera privé de causes réelles et sérieuses. Alors même que la situation économique, les difficultés économiques, le contexte économique n'est pas contestable. La société a une vraie difficulté. Peu important, sur l'aspect procédure, sur l'aspect forme, si vous vous loupez sur ce point-là, c'est l'ensemble de la procédure qui tombe. Et puis dernier point, évidemment, la rupture conventionnelle, c'est super parce que vous n'avez pas de motivation. Donc pas de motivation, pas de contestation. Alors des contestations aussi, il peut y en avoir. Quand vous avez conclu une rupture conventionnelle, vous avez 1 an pour potentiellement remettre en cause la convention de rupture. Mais quel sera le motif de la remise en cause? Ce sera sur le consentement. Vous avez profité de moi, monsieur l'employeur, j'étais dans un état psychologique, un état médical, un état de faiblesse, qui a fait que, oui, j'ai bien signé, mais j'ai été contraint. Là, on pourra remettre en cause potentiellement la convention de rupture. Mais pas d'autre motif. C'est vraiment le consentement qui est le nerf de la guerre et qui fera l'objet d'une appréhension par les juges. Quand on est du côté licenciement, là, c'est un petit peu plus compliqué, puisqu'il faudra démontrer qu'il y a bien un motif économique, une difficulté économique, et un impact potentiellement sur l'emploi. Et là encore, la lettre de licenciement fixant les limites du litige, sur l'aspect formel, il ne faut pas se louper. Voilà. Il faut tout reprendre dans la lettre de licenciement, même si depuis les ordonnances Macron, on a des possibilités de préciser potentiellement le motif. On est quand même sur quelque chose de beaucoup plus formel et beaucoup plus risqué. Alors, je ne sais pas, je pense qu'en pratique, ça a dû vous arriver, des hypothèses comme ça, de situations, notamment dans les TPE, d'un employeur qui souhaite se séparer de X salariés et qui propose plutôt la rupture conventionnelle. Est-ce que vous avez proposé ce choix finalement aux salariés en disant voilà, on part sur la rupture conventionnelle alors qu'on sait, parce que voilà, c'est comme ça, que l'entreprise ne va pas très bien, qu'on va peut-être fermer telle agence, tel bureau, etc. Le salarié sait que potentiellement, finalement, pourquoi il signerait une convention de rupture, puisque derrière, il se sent un petit peu plus victime de l'opération en disant s'il y a des difficultés économiques, c'est pas à moi, finalement, d'en supporter les conséquences. Licenciez-moi. Licenciement. Et puis, pour ceux qui sont assez bien informés, avec le CSP, c'est vrai, et son régime et cette indemnisation quand même plus favorable en matière de CSP, fait plutôt pencher la balance du côté, si on se place cette fois-ci du côté salarié, sur une procédure de licenciement pour motif économique. Donc c'est assez rare, pour l'avoir tenté quelques fois, si le salarié est suffisamment bien informé, c'est quand même compliqué de faire passer assez facilement la rupture conventionnelle. Pour autant, sur le plan juridique, est-ce que c'est possible ? Alors, c'était déjà abordé en 2010, en fait, mais par l'instruction du 23 mars 2010, dans cette instruction, ce point-là était abordé assez clairement par l'administration, et pour une fois, je vais dire, la jurisprudence est d'accord avec l'administration. Que nous disait l'administration ? Il y a, en soi, il faut informer le salarié, mais ça reste une information. Toujours pareil avec cette histoire de consentement. Et dans cette instruction, on nous dit que l'administration veillera à diffuser une large information, notamment sur les sites Internet, pour que le salarié soit au courant, s'il y a un contexte économique, de savoir qu'est-ce qu'il est possible de faire. Mais l'instruction, déjà à l'époque, précisait bien que c'était un point d'information, mais pas un point de contrôle. Par contre, évidemment, elle a insisté sur la notion d'abus de droit. Si l'opération a pour effet de contourner les règles protectrices liées au licenciement économique, là, la rupture conventionnelle, potentiellement, pourrait être non homologuée par l'administration. C'est le cas particulièrement dans les grandes entreprises, lorsqu'il y a un plan de sauvegarde de l'emploi. Voilà, si, évidemment, au lieu de partir sur un licenciement de 15 personnes
vous faites 15 ruptures conventionnelles dans les entreprises de plus de 50 salariés, ça aurait pour effet potentiellement de se dire, est-ce que par là, surtout si on étale un petit peu dans le temps, on n'aurait pas eu pour effet de contourner l'obligation d'élaborer, d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi. Donc là, par contre, ça, c'est un point de contrôle, mais il ne faut pas en avoir peur plus que ça. C'est vraiment sous l'angle des grandes entreprises et sous l'angle de la protection des garanties sociales. D'ailleurs, vous avez dû, j'imagine, déjà pratiquer des ruptures conventionnelles de plusieurs salariés dans un court délai. En principe, l'administration soit ne réagit pas, soit homologue. Ça m'étonnerait qu'il y ait des refus, en tous les cas massifs, sur ce sujet-là. Alors, ça a un petit peu bougé. Il y a 2 arrêts qui illustrent tout cela. Le premier qui va valider la rupture conventionnelle dans un contexte économique. Pourquoi il y a la validation ? Parce que, déjà, elle dit aux salariés, toujours pareil, si on a vicié votre consentement, c'est à vous de le prouver. Donc la charge de la preuve incombe au salarié. Le salarié, il a demandé, et sans cesse demandé, à être bénéficiaire de cette rupture conventionnelle. Donc dans le temps, il a fait une première demande. Là aussi, c'est ce qu'on vous conseille à chaque fois de dire, l'initiative de la demande, c'est mieux qu'elle vienne du salarié. Après, c'est pas interdit qu'un employeur propose en premier la rupture conventionnelle. C'est pas interdit, on est sur une rupture d'un commun accord. Donc à un moment donné, il faut bien qu'il y ait l'une des parties qui fasse le premier pas. Mais c'est vrai, là encore, que pour garantir ce consentement libre et éclairé, c'est mieux que ça vienne du salarié. Et évidemment, si la demande peut être écrite, c'est pas plus mal. Là, donc, les juges ont bien noté qu'il y avait une information réitérée du salarié. Donc il a fait une première demande, voyant que l'employeur ne réagissait pas tout de suite, il a insisté pour avoir cette rupture conventionnelle. Et puis l'employeur, il a été transparent. C'est-à-dire qu'on a conclu la rupture conventionnelle et au cours du délai de rétractation, on a dit aux salariés, au fait, on ne vous l'avait pas dit, mais on a des difficultés économiques et on a engagé un plan de sauvegarde de l'emploi. Le salarié n'a pas réagi, il n'a pas utilisé son droit de rétractation. Bon, ça veut dire que ça ne lui posait pas plus de problèmes que cela. Il connaissait les tenants aboutissants, il a adhéré à la convention de rupture conventionnelle, il a confirmé finalement son consentement. Donc là, la rupture conventionnelle est validée. Un autre arrêt, donc contraire, dans la solution est contraire, mais pour autant, c'est pas forcément gênant, puisqu'on est là encore sur cette interprétation de l'échange de consentement, à peu près la même chose, mais là l'employeur est un petit peu moins transparent. C'est-à-dire qu'il essaie de passer par la voie de la rupture conventionnelle sans tout dire aux salariés. Et sans lui indiquer justement qu'il y a ce fameux plan de sauvegarde de l'emploi. Et là c'est gênant parce qu'on se rend compte par la suite que le salarié avait envisagé une reconversion, qu'il envisageait de créer son entreprise artisanale, et qu'évidemment, dans ce cadre-là, le plan de sauvegarde de l'emploi aurait été intéressant sur des mesures sociales d'accompagnement. Donc si j'avais su qu'il y avait des mesures sociales, peut-être que je n'aurais pas signé la convention de rupture conventionnelle, et que donc, finalement, j'aurais préféré être licencié pour motif économique. Donc là encore, on reste toujours sur l'échange du consentement et ce consentement libre et éclairé. Peut-être du coup ajuster les pratiques, c'est que là, il ne faut pas cacher les choses. On a plutôt même intérêt à dire les choses clairement, à le dire même dans la convention de rupture ou par des échanges réciproques avant la conclusion, qui est de dire, voilà, très simplement, la situation d'entreprise, c'est celle-ci. On connaît des difficultés économiques, il y aura très certainement des suppressions de postes envisagées. Voilà, vous connaissez la règle, vous êtes informé. Maintenant, peut-être que vous êtes peut-être plus pressé, vous n'allez peut-être pas attendre l'engagement des procédures de licenciement économique, ou vous préférez passer par la convention de rupture conventionnelle. Toujours pareil, on est sur des situations qui sont individuelles, et donc chacun y trouve son intérêt, chaque situation est différente.
Et donc, il peut y avoir une appréhension du droit par le salarié et l'employeur qui est bien particulière. Donc, dire les choses, le dire clairement, avoir des preuves, évidemment écrites, de l'information préalable qui a pu être donnée aux salariés. Mais sur le principe général, pour revenir, le fait qu'il y ait une crise économique, le fait que l'entreprise ne soit pas au meilleur de sa forme, le fait que potentiellement j'aurais de toutes les façons abouti à une suppression d'emploi et au licenciement économique de notre salarié, ça n'empêche pas de proposer et de conclure une convention de rupture conventionnelle. C'est juste une question de transparence, d'information du contexte pour que le salarié, lorsqu'il signe, dise « oui, j'ai bien conscience des tenants aboutissants et des conséquences de mon acte ». Une autre problématique, donc concernant, là aussi c'est indirectement lié quelque part à la crise sanitaire, vous avez peut-être été confronté à cette situation qui n'est pas nouvelle, mais qui a été peut-être amplifiée par la crise sanitaire. C'est le salarié, vous l'avez embauché, il habitait en face de votre entreprise ou pas loin, dans la localité. Et puis là, il vous dit, au fait, avant j'habitais effectivement à Paris, et puis là, non, j'ai changé de vie, je veux de l'espace, la nature, une maison, etc. Maintenant, j'habite à Tours, j'habite à Troyes, j'habite à Lille. Généralement, sur le maillage TGV, c'est pas trop loin, mais c'est pas trop près non plus. Ça nécessiter et avoir tout un tas d'impacts par rapport à tout ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut répondre aux salariés? Globalement, pas grand-chose. C'est une situation qui sera globalement assez subie par l'employeur, puisque le principe qui résulte de certains textes fait que le choix du domicile est une liberté individuelle. Je travaille à Paris, mais j'ai fait le choix d'habiter à Nice. Ouais, oui, c'est votre droit. C'est votre droit au moment de l'embauche, c'est votre droit au cours de l'exécution du contrat. Et l'employeur, là-dessus, n'a aucune possibilité de restreindre votre liberté individuelle. Vous voyez, on part loin, on part sur l'article 9 du Code civil, sur la Convention de sauvegarde des droits de l'homme, entériné par un arrêt de la Cour de cassation. Alors on a bien une possibilité, puisque dès lors qu'il y a liberté individuelle, on a toujours la possibilité de restreindre cette liberté individuelle dès lors que c'est proportionné au but recherché. Mais globalement, on a assez peu de jurisprudence, et surtout une jurisprudence qui va toujours dans le même sens, qui est de dire « Non, monsieur l'employeur, ce que vous affichez comme justification à la clause de résidence, cette justification n'est pas suffisante, elle n'est pas proportionnée au but recherché. » On peut imaginer, il y a eu des affaires, ça peut concerner des établissements bancaires, des agences bancaires, il y a eu dans le secteur de la presse, etc. Enfin, tout un tas de professions potentiellement où vous pouvez dire oui, c'est bien d'habiter à Toulouse, mais là, il y a un souci dans l'agence bancaire, il faut venir tout de suite maintenant. Si vous devez venir à Toulouse le samedi, ça va être compliqué. Donc, j'exige que vous résidiez à X kilomètres ou à X minutes de votre lieu de travail. C'est l'objet de la clause de résidence. C'est possible, je ne vous dis pas que c'est strictement interdit, mais c'est souvent une clause de style qui est repoussée par les juges. Donc, est-ce que je peux m'opposer au déménagement du salarié? Globalement, non, plutôt non, puisque ça conjugue à la fois la liberté pour le salarié de choisir son domicile et l'impossibilité juridique d'appliquer des clauses de résidence. Donc je fais ce que je veux en tant que salarié. La seule chose qu'on va vous demander, c'est évidemment, toujours pareil, le contrat de travail est un contrat, donc une obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail, et donc une obligation d'information de l'employeur. C'est tout ce que l'on demande aux
salariés. Parce que, mine de rien, ça peut changer la donne. Voilà, évidemment, derrière, on va parler de respect des horaires de travail, de temps de trajet, vous avez le salarié là qui sait qu'il a son TGV, il y en a un, il n'en a pas deux, c'est tout de suite maintenant, à 17h30, il est sur le départ. Voilà, ça, dans la relation de travail, c'est pas la même chose. Quand vous l'avez embauché, peut-être que vous dites, bah, ok, très bien, bah, il y a des horaires, mais il y a peut-être aussi des heures supplémentaires, il y a peut-être des dossiers à finir, etc. Est-ce que vous l'auriez embauché dans les mêmes conditions si d'emblée vous avez dit bah, moi j'habite à Nice ou à Toulouse? Voilà, c'est toujours pareil. C'est un contrat, il y a un échange de consentement. Mine de rien, c'est un élément qui peut être important dans l'exécution de la tâche de travail. Eh bien, ceci, que vous soyez d'accord ou pas d'accord, eh bien, au cours de l'exécution du contrat, vous pouvez vous retrouver face à cette problématique sans pouvoir nécessairement réagir. Parce que derrière, ça pose aussi des problèmes de gestion. Très simplement, jusqu'à présent, vous prenez en charge la carte, on est sur Paris, hein, le pass Navigo. Vous prenez en charge 50% du pass Navigo, ça c'est obligatoire. Ah oui, mais là, c'est pas pareil parce que moi maintenant j'ai un abonnement TGV. C'est un abonnement à un transport collectif. Donc, vous devez aussi, en tant qu'employeur, rembourser les 50% du pass Navigo, ce qui est souvent nécessaire, et puis de mon abonnement TGV. Donc le coût n'est pas nécessairement le même. Là aussi, ce n'était pas forcément appréhendé dans le cas de l'embauche. D'ailleurs, si vous regardez le BOSS, le bulletin officiel de sécurité sociale, c'est clairement exprimé, en chapeau, en préambule. La prise en charge obligatoire de l'abonnement est tout à fait indifférent du lieu de domicile de l'intéressé. Là où ça a un peu évolué, c'est au niveau de la notion de double résidence. Parce qu'on se trouve parfois dans des situations, parce que voilà, c'est super hein, d'habiter à Tours, Dijon, même des localités hein, qui sont plutôt bien desservies en TGV, mais ça peut être fatigant. C'est pas nécessairement compatible avec la réunion à 18h, etc., etc. Donc que font ces salariés en mobilité? Parfois, ils habitent à Dijon, mais ils vont squatter chez des amis, à la famille, prendre une petite chambre d'hôtel, etc. Donc il n'y a pas forcément des allers-retours quotidiens. Peut-être que le salarié a conservé, dans le meilleur des cas, un pied-à-terre à Paris. Bon. Donc la jurisprudence a été amenée à définir. Très bien, moi je dois prendre en charge de manière obligatoire vos frais d'abonnement au transport en commun. Mais de quelle résidence parle-t-on? C'est la résidence habituelle du salarié. Et donc là, ça va nécessiter, vous avez 2 arrêts sur le sujet, qui ne vont pas dans le même sens. Pourquoi? Parce qu'on doit appréhender cette résidence habituelle. Si on considère que du lundi au vendredi, vous avez un véritable pied-à-terre, vous louez un bien, vous aviez déjà un bien, et puis tous les week-ends, vous allez rejoindre votre famille, je ne sais où en France, l'adresse à prendre en compte, la résidence, c'est celle que vous occupez du lundi au vendredi. À l'inverse, si vous êtes dans une situation un petit peu plus précaire, où le salarié démontre qu'effectivement, du lundi au vendredi, il est bien sur Paris, mais c'est hébergé chez l'un, hébergé chez l'autre, ou une unité d'hôtel de temps en temps, on considérera dans ce cas-là que la résidence habituelle, ce sera Dijon, Tours, Lille, Toulouse, Nice, je ne sais où. D'accord ? Donc ça peut avoir un impact sur cette prise en charge et sur cette appréhension de cette notion de finalement, mais voilà, c'est quelle est l'adresse que je porte sur le bulletin de paye? C'est quoi votre résidence habituelle? Et là, si on fait un petit retour en arrière, pensez que le salarié a beaucoup de liberté, mais il a aussi cette obligation de loyauté, donc il doit tout vous dire, et lorsqu'il y a des rétentions d'informations, potentiellement on pourrait aller aussi sur
un défaut de loyauté qui vaut inexécution du contrat de travail. Et donc partir sur de la sanction le cas échéant. Généralement, ce qui se passe aussi de manière cumulative, c'est je suis super chez moi, maintenant j'ai une petite maison avec jardin, c'est super calme, du coup ce serait pas mal le télétravail. Parce que le télétravail, on s'y est bien habitué aussi depuis plus d'1 an, donc ça fonctionne très bien, j'ai un ordinateur. Moi, c'est super le télétravail, impeccable, on signe où ? Non, le télétravail, là encore, il faut avoir un accord des parties, on ne peut pas l'imposer en tant que tel à l'employeur. Certes, il y a eu une situation un petit peu extraordinaire qu'on peut assimiler à de la force majeure, situation de pandémie, etc., qui a fait que là, on a imposé le télétravail aux salariés, mais en situation normale, le télétravail nécessite un accord. Alors là, il y a plusieurs situations. Première situation, vous avez un accord collectif ou une charte qui détermine qui est éligible et comment on est éligible. Il faut se conformer à ce que vous avez signé. Si effectivement le salarié rentre dans les cases, il y a droit, c'est prévu par l'accord collectif ou par la charte, il aura droit à son télétravail. Mais si rien n'est prévu par accord collectif, il faudra un accord de l'employeur. Est-ce que l'employeur doit motiver son refus ? Est-ce qu'il doit dire pourquoi je m'oppose à la mise en place du télétravail ? Est-ce que je peux avoir un refus de principe ? C'est pas si évident que ça. Pourquoi ? Parce que sur le plan légal, vous n'avez pas à motiver. Les seuls cas dans lesquels vous devez motiver votre refus, c'est pour un travailleur handicapé ou pour un proche aidant. Ce sont les deux seules hypothèses. Néanmoins, si on va voir l'accord national interprofessionnel sur le télétravail de 2020, c'est un petit peu plus nuancé, puisque l'article 233 donc reprend ces principes-là, mais à la fin de l'article, on nous dit dans les autres cas, donc on n'est pas dans un accord collectif, on n'est pas dans une charte, on n'est pas dans la situation du salarié handicapé ou du proche aidant. Dans les autres cas, l'employeur est invité à préciser les raisons de son refus d'accéder à la demande de télétravail émanant du salarié. Donc l'accord national interprofessionnel va plus loin, finalement, que la base légale. Donc là encore, la situation n'est pas si nette que cela. Est-ce que je peux sèchement dire non, je m'y oppose de principe ? Essayer d'être un petit peu plus nuancé et d'apporter des éléments très objectifs par rapport au fonctionnement du service, de l'entreprise, du poste accompli pour motiver votre refus. Vous aurez aussi la situation extrême du salarié qui dit « Moi, c'est comme ça, j'ai déménagé, ça vous plaît pas, je viens plus. » Voilà. Alors, il le dit ou il ne le dit pas, en tous les cas, lundi matin, le salarié n'est pas là. Comment gérer tout ça ? Selon les procédures classiques de droit commun, c'est une absence injustifiée. Alors, bien vérifier qu'on n'ait pas un arrêt de travail, bien procéder à une mise en demeure, voire plusieurs mises en demeure. Plus il y aura là aussi de loyauté de l'employeur, plus on prendra du temps sur le fait de dire aux salariés « mais où êtes-vous, que faites-vous, pourquoi vous n'êtes pas là ?» Plus derrière, la mesure de licenciement, qui là pour le coup sera le plus souvent un licenciement pour faute grave, sera légitimée. Donc il faut prendre le temps, c'est un petit peu compliqué, un petit peu formel. On part sur la mise en demeure, on laisse du temps, des délais, pour que le salarié puisse peut-être justifier. Il y a peut-être une vraie raison, voilà. Mais il faut que le salarié le dise et puisse être en mesure de répondre. Et puis, la demande de la rupture du contrat de travail, on l'a vu tout à l'heure, la rupture conventionnelle, c'est l'accord de deux parties. Donc, on ne peut pas m'imposer une rupture conventionnelle. Si moi, en tant qu'employeur, je vous dis non, je ne veux pas, c'est légitime. Il n'y a aucun droit du côté salarié à exiger une convention de rupture conventionnelle. Alors là aussi, sur ce point-là, faites attention à la nuance, parce qu'il y a eu un arrêt sur le sujet, où des fois la position de l'employeur, c'est pas aussi net que ça. C'est oui, peut-être, ouais, pourquoi pas, on verra.
et puis on laisse passer comme ça, suscite un espoir du côté salarié, et puis à la fin, on dit « Ah ben non, je ne signe pas la convention de rupture ». Là, potentiellement, bon, il y a eu un arrêt qui est plutôt favorable à l'employeur, en tous les cas qui a débouté le salarié de ses demandes, mais le salarié avait agi sur le concept d'abus de droit. De dire à l'employeur, non, monsieur l'employeur, on est lancé dans cette procédure de négociation, maintenant, vous ne pouvez plus refuser, ou si vous refusez, il faut le dire, quel est le motif. Ça ne peut pas, là, être encore un refus automatique, un refus de principe. Donc il faut, là aussi, si vous rétractez ou si vous renoncez à des procédures qui sont déjà engagées, peut-être prévoir le pourquoi. Ne pas avoir cette posture de refus de principe, mais retenez quand même que le risque est quand même à la marge. On est sur des notions d'abus de droit. Le principe général, c'est que pour qu'il y ait rupture conventionnelle, il faut être deux et il faut un accord libre et éclairé du salarié, mais également un accord libre et éclairé de l'employeur. Alors, je ne sais pas si vous avez été confronté à ce type de demande, hein. Là aussi, ce n'est pas tous les salariés, mais on a quand même cette démarche potentiellement, Covid ou pas Covid, crise sanitaire ou pas, potentiellement d'être mis au pied du mur sur des changements de résidence qui ont, mine de rien, différents aspects. Un autre sujet qui, là aussi, est devenu délicat, il ne l'était pas nécessairement, mais il est devenu. Alors on a vu déjà qu'il y avait une obligation de l'employeur de prise en charge de l'abonnement transport en commun. On ne va pas revenir là-dessus, c'est une obligation qui a été étendue sur l'ensemble du territoire national. Mais vous pouvez avoir aussi d'autres problématiques au niveau des frais de transport domicile-lieu de travail, qui sont parfois aussi liés potentiellement à une négociation d'embauche. C'est-à-dire moi, effectivement, j'ai un profil intéressant, mais j'habite dans un coin où qui ne sont pas desservis par un train, un RER, un bus, ou alors c'est desservi, mais il y en a un le matin à 6h56, et puis après, il n'y a plus rien qui passe. Donc c'est peut-être compliqué aussi par rapport à l'exercice de mon métier. Et donc, là, l'employeur peut-être peut se dire comment, de manière alternative, je peux traiter cette problématique, sachant que l'idéal serait une prise en charge de frais domicile lieu de travail qui soit évidemment en bas de bulletin, donc sans charge sociale. Donc là, il y a deux possibilités. Vous avez désormais le fameux forfait mobilité durable, et puis vous avez potentiellement ce qu'on connaissait déjà, l'utilisation du véhicule personnel par le salarié, qui généralement sollicitera des indemnités kilométriques pour rembourser cet aspect domicile lieu de travail. Le forfait de mobilité durable donc, est en vigueur depuis peu, puisque l'ensemble des textes sont en vigueur depuis le mois de mai. Alors c'est quoi? C'est tout ce qui est les moyens alternatifs, mobilité durable, donc on est plutôt sur un côté environnemental. C'est l'utilisation de son vélo, c'est l'utilisation de covoiturage, c'est l'utilisation des petites trottinettes électriques ou pas. D'ailleurs, le sujet va évoluer puisque jusqu'à présent, sur le forfait mobilité durable, on était plutôt sur la notion de partage. Donc, comme vous le connaissez sur Paris, Autolib ou équivalent, les Vélib, les petites trottinettes là, de différentes origines qui sont en location, tout ça, ça peut rentrer dans le cadre du forfait mobilité durable. Ce qui va changer à compter de 2022, c'est également d'inclure les possibilités d'engins personnels, qui soient motorisés ou non, pour lesquels le salarié est propriétaire. Donc le salarié achète sa petite trottinette électrique, ça pourrait rentrer dans le cadre du forfait mobilité durable, mais qu'à partir du 1er janvier 2022. À ce jour, on est sur de la location, on est sur du partage
de ces moyens de déplacement. Juste ce slide, on ne va pas rentrer sur le détail du forfait mobilité durable. On est là sur des mises en place facultatives. Donc voilà, la seule chose qui est obligatoire, c'est la prise en charge de l'abonnement. Prise en charge facultative dans le cadre du bien-être finalement des salariés. Mais une fois qu'on l'a mis en place, tous les salariés doivent être bénéficiaires de l'avantage. Donc pensez aussi à nos camarades de l'URSSAF. Si vous avez des prises en charge forfait mobilité durable, pourquoi ce salarié y a droit, pourquoi ce salarié n'y a pas droit. Donc il va falloir aussi rapporter la preuve, et on va le voir comment on fait, il y a un système de preuve qui est a priori plutôt favorable aux entreprises et aux cotisants, mais il faudra prouver l'égalité de traitement au niveau de la prise en charge forfait mobilité durable. Les choses ont changé d'ailleurs aussi récemment, puisqu'on vous disait, pour le forfait mobilité durable, on peut le prendre en charge à hauteur de 500 €, mais c'est tout cumulé. C'est-à-dire que si vous prenez en charge le pass Navigo, si vous cumulez forfait mobilité plus pass Navigo, on ne pourra pas dépasser 500. Ce qui était ridicule, parce qu'une fois que vous avez pris en charge l'aspect obligatoire, généralement, votre forfait de 500 €, il était déjà grignoté. Donc là, il y a eu une modification récente donc par la loi du 22 août 2021 qui a dit que pour le forfait mobilité durable, on restait sur une limite d'exonération de 500 €, mais s'il y avait un cumul avec une prise en charge obligatoire au niveau d'un abonnement de transport en commun public, là, la limite était relevée à 600 €. Évidemment, petit message pour les gestionnaires paye, le législateur modifie la règle en cours d'année. Évidemment, le seuil est un seuil annuel. Comment ça va marcher ? Quand vous regardez les différents ouvrages juridiques, on vous dit des précisions de l'administration sont vivement attendues. Bon, après, là, normalement, sur le sujet, il ne devrait pas y avoir trop de soucis. J'imagine que l'administration va confirmer qu'on est bien sur une prise en charge au titre de l'année 2021. Mais un point à surveiller, vous voyez, la loi elle est toute récente, 22 août, à regarder. Pour la petite blague, ceci est l'exemple que vous retrouvez dans le BOSS. Donc bon courage pour ceux qui vont comprendre. C'est censé éclairer. Les chiffres ont bien été modifiés pour prendre en compte le relèvement de la formule à 600 €. Donc dans notre cas d'espèce, j'ai une prise en charge de l'abonnement obligatoire qui est déjà de 300 €. Donc il reste quoi sur mon forfait mobilité durable ? 600 moins 300, il me reste potentiellement 300 exonérés de cotisation au titre de mon forfait mobilité durable. Ah oui, mais moi j'avais prévu de prendre en charge 350, mais il y aura 50 € potentiellement à réintégrer au niveau de l'assiette de cotisation. Alors, le forfait mobilité durable, c'est quelque chose qui est nouveau, on ne l'a pas mis en place dans toutes les entreprises. Peut-être que certaines connaissaient déjà les indemnités kilométriques vélo. Maintenant, ces indemnités kilométriques, si elles existent et si elles sont mises en place et qu'on va continuer là-dessus, on peut encore continuer sur ce système-là. Mais normalement, si c'est une nouvelle mise en place ou si on veut basculer vers un forfait mobilité durable, on doit basculer vers un forfait mobilité durable, qui est un forfait. Et du coup, quand je parlais tout à l'heure de la preuve, s'il y a un contre l'URSSAF, c'est généralement, en tous les cas, cette preuve-là est admise pour le moment. On verra si le législateur modifie tout cela. Mais on est simplement sur une attestation sur l'honneur de la part du salarié. Donc après, je vous laisserai tirer les conséquences pratiques de tout cela. Mais on n'ira pas vérifier, on n'ira pas courir derrière le salarié, derrière sa trottinette ou son vélo, bien vérifier qu'il parte chez lui en vélo et qu'il arrive à l'entreprise en vélo. J'atteste sur l'honneur que j'utilise mon vélo et que donc vous pouvez m'allouer 500 € en franchise de cotisation. Comme la prévoyance, faites attention néanmoins, c'est une attestation annuelle. Donc, chaque année, à chaque fois, se mettre une petite alerte dans le logiciel, dire attention, est-ce que le salarié a réitéré
son attestation sur l'honneur. Donc le forfait mobilité durable, souvent dans les environnements urbains, le vélo, la trottinette, la petite voiture qui se partagent, le covoiturage, le cas échéant. Oui, mais moi, ça ne m'intéresse pas tout ça, parce que quand je suis sur la 6 en trottinette, c'est pas terrible, quoi. Donc moi, j'ai besoin de ma voiture. Je prends ma voiture, des fois pour des raisons de confort, des fois parce que voilà, vous êtes à 30, 50, 100 km de Paris ou ailleurs. Voilà, on n'a pas trouvé mieux. Bon. Et puis, il faut voir les horaires. Peut-être que vous intervenez de nuit, peut-être qu'à 4 heures du matin, vous n'avez pas le bon bus, le bon RER, ou peut-être dans des conditions compliquées. Si vous mettez 2 heures pour faire des changements, etc., c'est des fois plus simple de prendre son véhicule personnel. C'est repris dans le bulletin officiel, cette possibilité d'indemniser ces frais domicile de travail sous l'angle de la contrainte. Donc là aussi, il va falloir prouver, par rapport à votre fameux lieu de résidence, finalement, qu'il y ait une contrainte d'utiliser son véhicule personnel. Donc là aussi, pour un contrôleur SAF, on est sur des situations quand même à risque de redressement, puisqu'il faudra prouver qu'on est en dehors du périmètre transport ou que l'on ait, comme j'indiquais, peut-être des horaires qui font que les transports en commun, l'offre transport en commun n'est pas adaptée. Qu'est-ce que j'ai dans mes solutions juridiques? J'ai le fameux forfait carburant. Donc je peux allouer 200 € au salarié pour la prise en charge de son carburant. 200 € par an, vous n'allez pas faire beaucoup de plein. C'est mieux que rien, voilà, il n'y a pas de cotisation dessus, mais ça reste 200 € par an. Donc ce n'est pas quelque chose de significatif. Quand vous êtes sur des véhicules propres, donc électriques ou bientôt le véhicule hydrogène, on peut aller jusqu'à 500 €. Donc on pousse évidemment sur l'utilisation de véhicules propres. Là encore, c'est toujours bon à prendre. Ça peut être des fois un enjeu de négociation dans le cadre d'une embauche. Est-ce que je peux très simplement dire non, voilà, vous êtes à tant de kilomètres, vous avez quoi comme véhicule, tant de chevaux, ah ben moi je vais prendre le barème de l'administration fiscale, le fameux barème des indemnités kilométriques. Est-ce que je peux? Eh ben j'en sais rien. J'en sais rien, et en tous les cas, à ce jour, ce serait quand même mieux d'éviter. Pourquoi? Eh bien, c'est toujours notre fameux boss qui pose souci, le bulletin officiel de sécurité sociale, qui est entré en vigueur au 1er avril dernier, donc c'est tout frais. Hein. Voilà, c'est aussi un outil, on essaie de s'aligner sur le droit fiscal et sur le BOFIP et de construire cette doctrine sociale, donc il y a déjà un mieux, et ça il faut le reconnaître, hein, on a quand même cette base doctrinale. Pour autant, ça reste encore un petit peu jeune au niveau de la rédaction, et sur certains sujets, il y a des changements de position pas forcément attendus. Et là, eh bien, vous regardez n'importe quel éditeur, je vais revérifier encore hier, hein, vous prenez le Memento Pay Francis Lefebvre, ou d'autres éditeurs, hein, je n'ai pas d'action chez Francis Lefebvre, il est clairement indiqué, depuis le 1er avril 2021, la prise en charge des frais domicile, lieu de travail, eh bien, ne peut plus se faire sous la forme d'indemnité kilométrique. La situation est claire, elle est tranchée. Ce n'est pas repris par le boss. Sauf que quand vous allez voir le boss, on vous dit, par exemple sur le forfait mobilité durable, si le forfait mobilité durable est pris en charge sous forme d'indemnité kilométrique, voilà comment ça marche. Alors du coup, c'est possible ou pas possible? Pour l'instant, il vaut mieux éviter d'être dans cette situation. Normalement, ce n'est plus reconnu comme étant une prise en charge exonérée au niveau des indemnités kilométriques, mais on vous en parle quand même à la fin sous un angle différent, sous un angle de cumul ou de preuve de la prise en charge. Et justement aussi un petit aspect pour rebondir sur tout ça, le bulletin officiel,
il est officiel, mais la dématérialisation, les nouvelles technologies font que vous avez des fois des mises à jour qui arrivent sans être attendues. Donc, prenez aussi sur certains dossiers la logique d'imprimer ces paragraphes. Parce que vous allez avoir, et vous êtes confronté à une mauvaise surprise en disant si, c'était marqué, c'était bien comme ça qu'il fallait le faire. Ah bah, vous reconnectez, ah bah, c'est plus la même formulation. Donc il faut vraiment, c'est ce qu'on peut aussi apprendre de cette crise sanitaire, où on a vu un niveau d'information de l'administration qui était parfois un peu à minima confus. On disait tout et son contraire. Le lundi, on disait noir, et le mardi, on disait blanc. Où est-ce que vous l'avez lu? Ah, bah, c'était marqué sur le site de l'URSSAF. Ah bon, on va se reconnecter, on va voir. Ah, bah, c'est plus marqué la même chose. Bon. Donc, prenez aussi quand même, pas imprimer tout le boss tous les jours, mais sur ces sujets un petit peu litigieux, en tous les cas qui ne sont pas encore totalement clarifiés, peut-être avoir la preuve que vous avez eu cette pratique, mais que quelque part, à un moment donné, elle était reconnue par l'administration, donc dire au contrôleur, voilà, vous êtes bien gentil, mais là, je ne suis pas de mauvaise foi, c'est vous qui l'avez autorisé, et peut-être qu'il y a eu un changement de doctrine, mais voilà, il faut aussi rester sur une responsabilité de l'administration. Ok, donc les indicités kilométriques, on ne le met plus en avant, notamment dans le cas d'une embauche comme étant une solution, ou alors on le met en avant, mais vous faites remonter tout ça en haut du bulletin. Vous cotisez sur cette prise en charge. Ou vous ne cotisez pas, mais vous savez, et surtout vous le dites à votre client, de dire attention, là, si demain l'URSSAF vient me voir, il y a de très très fortes chances que l'on soit redressé sur le sujet. La mobilité au sein d'un groupe. Là aussi, alors, pas forcément le groupe, la multinationale, c'est tout à fait adapté au TPE. Typiquement, vous avez souvent, j'imagine, la question de, par exemple, en restauration, vous avez un client qui a plusieurs établissements de restauration, mais à chaque fois segmentés, créés sous la forme de diverses personnalités juridiques, donc divers employeurs. Ah oui, mais moi j'ai besoin qu'un cuistot passe d'une structure A vers une structure B. Est-ce que c'est possible? Alors ça va être compliqué. Compliqué pourquoi? Parce que la jurisprudence nous dit que la clause de mobilité ne s'applique pas dans ce cas-là. La clause de mobilité, c'est uniquement lorsque vous avez un seul et même employeur. Vous avez un employeur qui a plusieurs établissements, ok, là vous pouvez prévoir une clause de mobilité. Mais s'il s'agit de plusieurs sociétés sœurs, chaque société, c'est un employeur, et donc on ne peut pas imposer contractuellement à un salarié de changer d'employeur. Donc la clause mobilité n'est pas admise dans ce cadre-là, puisqu'on change finalement les parties au contrat. Comment faire? Il n'y a pas énormément de solutions. La plus simple, mais qui est la plus rigide juridiquement, c'est de conclure autant de contrats que d'employeurs. Le souci, c'est que vous aurez le statut de salarié à temps partiel dans chaque entreprise. Et vous allez assez rapidement vous rendre compte que pour la fixation des horaires de travail et la répartition de la durée de travail, vous ferez face à toute cette rigidité du salarié à temps partiel, sur le contrat évidemment, sur le fait de pouvoir imposer des modifications d'horaire, imposer des modifications de la répartition de la durée de travail, ou très simplement fluctuer la durée du travail. Donc ça, c'est un schéma, mais qui est plutôt, si on sait que c'est très clair que vous êtes le lundi dans la société A de telle heure à telle heure, le mardi dans la société B de telle heure à telle heure, c'est une solution qui peut correspondre. Mais il ne faut pas de modification. Deuxième situation, la mise à disposition. J'embauche le salarié auprès de la société A, à temps complet, mais je le mets à disposition de X sociétés du groupe. Société B, C, etc. Sauf que tout ceci, c'est réglementé et encadré, donc on est sur la mise à disposition. Ça veut dire que
Déjà, le salarié doit être à chaque fois d'accord pour la mise à disposition. Donc on passe par la voie d'un avenant au contrat de travail. Et puis, il faut à chaque fois conclure une convention de mise à disposition avec la société concernée pour se mettre d'accord, en gros, comment je vais vous répercuter les salaires, les charges et les frais professionnels qui sont supportés par la société d'origine. Et là, la question qui se pose, qui n'est pas encore résolue, dans cette fameuse convention ou dans cet avenant, il faut prévoir une date de fin. On ne peut pas prévoir une mise à disposition générale à durée illimitée. Donc on doit faire à chaque fois une convention ou un avenant par période. Rien ne vous interdit à ce jour de faire des conventions du 1er janvier au 31 décembre. Ce n'est pas interdit. De là à dire que c'est autorisé, pas sûr non plus. Donc il y a peut-être, quand on utilise comme ça, de manière systématique, la mise à disposition, et sur des durées qui se renouvellent sans cesse, qui sont d'année par année, là, peut-être un jour, on se posera la question de la notion de la mise à disposition permanente. Ça, c'est les deux solutions juridiques. Après, vous allez dire, oui, ben nous, on va faire un CDD, il y a un CDI dans une structure, et puis on va faire un CDD auprès d'autres structures. Pourquoi pas? Il y a autant de structures que d'employeurs, on est sur les embauches de droit commun. Vous pouvez me dire aussi, et souvent ça se retrouve sans que personne se pose de questions, c'est très informel. Vous êtes embauché par une société, et puis vous intervenez par-ci, par-là, dans d'autres sociétés, sans qu'il y ait quoi que ce soit au niveau du contrat de travail. Pourquoi pas? Faites attention quand même à la situation potentiellement de co-employeur, ou en tous les cas, d'identification du lien de subordination. C'est-à-dire que c'est toujours pareil, on est sur les basiques. Le contrat de travail, c'est quoi? C'est l'existence d'un lien de subordination, c'est-à-dire le fait de pouvoir donner des directives et le fait de pouvoir sanctionner le salarié si les directives ne sont pas respectées. Ça veut dire que lorsqu'un salarié intervient comme ça dans plusieurs structures, on peut se poser la question, si cela n'a pas été formalisé avant, de la reconnaissance de X contrats de travail par employeur utilisateur. Et là, ce sera très factuel. Quand vous arrivez lundi matin à votre poste de travail, qui vous donne les ordres, qui vous donne les directives, est-ce qu'il y a bien un lien de subordination qui est reconnu? Ça peut poser des problèmes sur la notion d'accident du travail, notamment lorsque vous avez la belle idée d'embaucher le salarié dans une holding. Oui, mais l'objet social, le risque, la tarification accident de travail va répondre à la holding. Peut-être que si la société utilisatrice, dans le pire des cas, c'est une société du bâtiment, le risque accident de travail ne sera pas le même. Caisse des congés payés, pas caisse de congés payés. Donc ça va générer tout un tas de problématiques paye assez compliquées. Alors le salarié, lui, il sera couvert, il n'y a pas de souci, évidemment. S'il y a un accident de travail, ce sera reconnu comme accident de travail. Alors, pas forcément si facilement que cela, puisqu'évidemment, l'administration dira, attendez, vous avez eu l'accident à tel lieu, expliquez-moi pourquoi vous intervenez à tel lieu. Donc ce ne sera peut-être pas si évident. Il faudra rapporter le fait que le salarié était bien en mission, qu'il était bien dans le cadre d'un lien de subordination. La convention collective applicable, même chose. C'est un sujet qui est à la fois simple et compliqué. La convention collective est déterminée par rapport à l'activité réelle de l'entreprise, donc l'activité réelle de chaque employeur. Et donc vous aurez potentiellement, en fonction de l'activité de telle ou telle société, un statut conventionnel qui ne sera pas forcément harmonisé, uniforme. Le salarié disant, oui, ok, on m'applique telle convention, mais quand je vais travailler dans telle société, eux, ils n'ont pas la même convention. Pourquoi je ne peux pas avoir la même? Il y a un 13e mois, une prime d'ancienneté, je ne sais quoi. Donc c'est un ensemble à appréhender, la mobilité et les frais de mobilité qu'on a vus tout à l'heure. Peut-être, les sociétés, le plus souvent, ne sont pas à une même adresse géographique. Donc les frais de transport, comment ils sont pris en charge, comment ils sont appréhendés. Donc c'est des choses qui sont simples, qui répondent à une demande économique.
Mais pour autant, sur le plan droit social, qui va générer tout un tas de sous-problématiques pour lesquelles on n'aura pas une réponse absolue et surtout pas de réponse parfaite, notamment lorsque des fluctuations sont envisagées. Dernier point, là aussi, problématique récurrente et traditionnelle, le fameux temps partiel. Temps partiel pour lequel la réglementation est très protectrice. On est sur du temps partiel subi, enfin en tous les cas appréhendé par le législateur comme cela. Donc, le salarié à temps partiel, on essaie de compenser finalement ce déséquilibre contractuel en lui donnant certains droits. Dans le contrat, vous devez prévoir évidemment la durée du travail et prévoir la limite des heures complémentaires. Et là, vous voyez votre client qui vous dit « Ah oui, mais d'accord, mais moi je l'embauche, oui, 25 heures, mais de temps en temps, il fera un peu plus. Et puis de temps en temps, il fera un petit peu moins. Je ne sais pas, en gros, je sais que j'ai besoin de quelqu'un, mais je ne sais pas quel est mon quantum, quel est le nombre d'heures de travail que je pourrais stabiliser, assurer aux salariés. » Et c'est là où commencent les problèmes, parce qu'on a un problème, mais je n'ai pas de solution. Voilà. C'est assez simple comme réponse. C'est-à-dire qu'on est sur un contrat qui est simple. Vous devez mentionner la durée de travail, elle est fixée, on n'y touche plus. Vous devez même fixer les jours ou les semaines au titre desquelles cette durée de travail sera répartie. C'est fixé, c'est contractuel. Vous souhaitez modifier cette répartition, le salarié aura, dans la plupart des cas, un droit au refus. Vous souhaitez faire des heures complémentaires ? Ben oui, mais les heures complémentaires, c'est fixé par la loi ou par l'accord conventionnel. Donc légalement, c'est 10% de la durée contractuelle, ou vous pouvez aller jusqu'au tiers. Donc quand votre client vous dit j'embauche le salarié 25 heures, mais potentiellement il pourra faire de temps en temps, ce ne sera pas tout le temps, de temps en temps il fera 39 heures, ça ne va pas forcément coller avec la définition du salarié à temps partiel. Donc c'est compliqué, on est sur un système rigide qui est bien contingenté et sur lesquels on n'aura pas forcément une solution très nette. Et du coup, comment je fais ? On va aborder uniquement sous la forme du risque, hein, c'est de dire, voilà, je pars sur quelque chose d'hybride, je sors du cadre juridique, quel est le risque ? La requalification du contrat à temps complet, c'est souvent ce que l'on vous répond automatiquement. Attention néanmoins, il faut nuancer, puisque pour qu'il y ait requalification à temps complet, il faut avoir atteint le temps complet. Ce n'est pas une sanction automatique qui s'applique dans tous les cas. Ce n'est pas parce que vous êtes embauché sur une base de 25 heures, vous avez fait 30 heures, il n'y a pas un risque de requalification du contrat à temps complet. Pas en soi. Voilà. Il faut avoir atteint la durée de travail. Donc, de là à vous conseiller de faire des heures complémentaires dans la limite de 34h30, en tous les cas, il faut s'arranger pour jamais atteindre la durée de travail. Est-ce que c'est un risque qui est totalement couvert ? Ben non, parce que de toute façon, le risque est celui des dommages et intérêts pour préjudice subi. Donc même si vous n'avez pas atteint la durée légale de travail, certes, vous pourrez peut-être échapper à la requalification du contrat à temps complet, mais il y aura de toute façon un préjudice subi par le salarié qui peut des fois se manifester sous un angle compliqué, coûteux, par exemple une prise d'acte de la rupture. Monsieur l'employeur, vous ne respectez pas les règles du contrat, eh bien, je vais demander l'imputation de la rupture du contrat sur votre tête. Donc des fois, ce n'est pas forcément non plus une si bonne nouvelle et la requalification en temps complet était peut-être moins coûteuse. Ce qui est sûr, et ça c'est le principe de réalité du droit du travail, c'est que toutes les heures qui excèdent le plafond, qui sont des heures illégales, doivent être rémunérées comme des heures supplémentaires et donc bénéficier de la majoration de 25%. Donc c'est illégal, mais la jurisprudence reconnaît la contrepartie, la compensation à allouer aux salariés. Donc voilà, sur le principe, pas de requalification à temps plein automatique. Faites attention néanmoins, on est quand même sur une jurisprudence protectrice,
qui sanctionne très régulièrement l'employeur. Vous savez en tête tous ces arrêts pour lesquels, et situations fréquentes d'ailleurs, pour lesquels l'employeur a un salarié absent, va demander à un salarié à temps partiel justement d'atteindre la durée de travail, si ce n'est que pour une semaine, 2 semaines, 1 mois, une durée courte, qui n'est pas faite à la sauvage, c'est reconnu, il y a un contrat, il y a un avenant, tout est officiel. Même parfois, c'est à la demande du salarié à temps partiel qui dit ouais, moi je veux bien travailler pendant 1 mois sur la base de la durée légale. Ça fera toujours, ça va arrondir un petit peu les fins de mois. Ben, même avec tout ça, la jurisprudence nous dit que l'avenant temporaire qui reconnaîtrait le fait d'atteindre la durée légale pour un salarié à temps partiel fait que le contrat est requalifié automatiquement. Donc c'est, là aussi, très protecteur des intérêts du salarié. Vous avez la fameuse méthode, on n'a pas trop de solutions, on utilise tout ce qu'on peut, du double avenant, c'est-à-dire un avenant à durée indéterminée qui augmente votre durée de travail, et par hasard, 1 mois plus tard, le salarié dit « non, finalement, je veux revenir à temps partiel ». Donc du coup, vous faites un avenant dans l'autre sens. Bon, ça marche 1 fois, ça va difficilement marcher 2 fois. Donc là aussi, ne pas perdre de vue que les notions d'abus de droit, potentiellement, seront sanctionnables. Donc là, on a un problème, on n'a pas énormément de solutions. On a eu des pistes avec le législateur, notamment ce qu'on appelle désormais le complément d'heure. Voilà, il y a certaines branches qui peuvent en bénéficier, mais là aussi, dans des limites raisonnables. N'oublions pas, pour terminer, plus pour mémoire, sur le plan pénal, qu'est-ce qu'on risque ? Des peines de contravention, des peines d'amende, qui peuvent chiffrer quand même, pas dire que ce soit à nuancer, mais ce n'est pas le risque principal en tant que tel, et surtout, c'est reconnu par l'administration. Donc, il faudra un constat pour qu'il y ait effectivement une condamnation pénale. Mais sachez que ça existe quand même. Dans le cadre de votre fameuse obligation de conseil, vous devez quand même aussi, sur le plan théorique, en informer le client sur l'ensemble des sanctions qui sont potentiellement assumées par l'employeur. Voilà tout ce que j'avais à vous dire. On est à peu près dans le timing. Alors, je ne sais pas si vous avez... Un jeu de questions-réponses est possible, mais si vous avez des questions, je pense que... N'hésitez pas, je suis là, donc on a 5 petites minutes, si vous voulez, pour un jeu de questions-réponses, ou si vous voulez venir voir ensuite, pas de souci. Oui ? Oui. Oui. Donc, est-ce qu'un salarié qui utilise donc son véhicule à des fins professionnelles, est-ce qu'on peut lui rembourser des indemnités kilométriques ? Là, oui, sans difficulté, parce qu'on est sur une utilisation professionnelle. Alors, s'il part de son domicile, là, c'est un peu plus pénible, parce qu'il part sur son lieu de chantier, certes, mais ça reste une appréciation, une appréhension domicile, lieu de travail. Donc, non. Voilà. C'est toujours pareil, le lieu de travail peut être différent, mais en tous les cas, c'est toujours domicile pour milieu de travail. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne continuation au niveau de ces universités d'été. Au plaisir de vous revoir. Si vous avez des questions, venez me voir, on va traiter tout ça. Bonne journée à tous.